Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour date du 9 mars. Lancée en juillet 2049 depuis la base spatiale chinoise située dans la Pampa argentine, la navette spatiale Zholuo-san a permis à Haizhu Qiaozu d'être la première astronaute à poser les pieds sur la planète Mars. Cette première dans l'histoire de la conquête spatiale revient au mérite de la Chine. La signification symbolique de la conquête spatiale renvoie à une logique tendancielle de démonstration de supériorité dans le domaine de recherche et de développement. En plantant son drapeau sur ces territoires encore neutres, la Chine a réaffirmé sa puissance, mais également ravivé des tensions qui semblaient s'être atténuées avec la deuxième puissance mondiale, les États-Unis. En effet, la Chine a démontré une fois de plus sa capacité à obtenir la première place dans les différents domaines où s'exerce le duel sino-américain en cours depuis 2045. Afin de nous aider à y voir un peu plus clair sur les origines de cette situation géopolitique pas si inédite, nous avons l'honneur d'accueillir Morgane Le Borgne, auteur de l'ouvrage Un nouveau monde bipolaire. En effet, selon vous, peut-on parler d'une nouvelle guerre froide? Bonjour, alors selon moi, le terme de seconde guerre froide est à nuancer. D'un côté, il est évident que le monde est aujourd'hui organisé en deux pôles, avec deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Ces deux superpuissances semblent toutes deux avoir leur propre vision du monde, l'une tournée vers le capitalisme et le libéralisme, l'autre vers une logique de développement pour tous inspirée du marxisme. De plus, les pays semblent aujourd'hui appartenir à une logique de bloc, comme on peut le voir sur la carte, et font presque chacun partie d'un camp qui correspond le plus à leur modèle. Mais d'un autre côté, cette bipolarisation du monde, si l'on peut la qualifier de la sorte, comporte certaines différences marquantes avec la guerre froide. Premièrement, le contexte n'est pas le même qu'en 1945, puisque la bipolarisation du monde s'est développée au sein d'un ordre international occidental, largement dominé par les États-Unis et interdépendant. On le voit bien aujourd'hui, même si le commerce entre les deux blocs a beaucoup diminué, il existe toujours des zones intermédiaires qui servent aux échanges commerciaux entre les deux blocs. De plus, de nombreux problèmes ne peuvent être résolus par bloc, comme les négociations climatiques par exemple, et c'est en ce sens qu'a été créé le G2 qui regroupe les États-Unis et la Chine. Finalement, l'ONU existe toujours, même si elle se retrouve un peu paralysée par les deux grands, comme au temps de la guerre froide. Et comment pensez-vous que cette organisation s'est mise en place dans un monde qui pourtant semblait être basé sur l'interdépendance et le multilatéralisme? Il y a eu des facteurs conjoncturels et structurels. D'abord, depuis les attentats du 11 septembre 2001, nous avons pu assister à un lent retrait de la puissance américaine de la scène internationale. Cela a laissé de la place à la Chine pour promouvoir une solution chinoise pour le monde, c'est-à-dire une alternative plus efficace et plus juste selon elle à la solution occidentale. Elle a pu aussi montrer qu'elle avait les capacités de jouer un rôle de leader, notamment durant la crise du Covid-19 en 2020. La Chine a progressivement rattrapé les États-Unis dans de nombreux domaines, d'abord économiques, puis technologiques, scientifiques et militaires. Ainsi, à travers de grands projets comme les nouvelles routes de la soie et des institutions comme la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la Chine a su se tisser un réseau de partenaires. Mais l'événement qui a vraiment renversé le monde dans une logique de bloc est le conflit Inde-Pakistan, qui a démarré en 2039. L'Inde, soutenue par les États-Unis, est entrée dans une véritable guerre contre le Pakistan, étant dans le camp chinois, et ce conflit a pris une ampleur internationale. Et c'est sans compter bien sûr sur la pression grandissante qu'a ressentie l'Inde après l'établissement des Chinois dans le port de Hambantota au Sri Lanka depuis plus de 20 ans en échange de l'effacement de ses dettes. C'est ainsi qu'une logique de bloc s'est mise en place. Les différents pays ne pouvaient plus garder des liens avec les deux grands à la fois, sous la pression de ces derniers. Alors, ils ont choisi selon le modèle qui leur correspondait le plus, mais aussi en fonction de leur partenaire commercial le plus important. C'est ainsi que la Chine a pu rallier tous les pays impliqués dans les nouvelles routes de la soie dans son camp, par exemple. Cela a coûté très cher à certaines régions, notamment à l'Europe, qui a subi une véritable scission. J'en profite pour ajouter que la Chine a pu se rallier à beaucoup de pays d'Asie du Sud, dont la Thaïlande, et qu'elle a pu en profiter pour percer son fameux canal de Kra, qui apparaît sur la carte, qui lui évite ainsi de passer par le détroit de Malacca totalement sous contrôle américain. Mais alors, la gouvernance mondiale s'organise-t-elle en deux pôles? Cela dépend des domaines, mais majoritairement oui. Outre le fait que certaines affaires d'ordre mondial se résolvent lors des sommets du G2, les autres domaines sont gérés indépendamment dans chaque bloc. Les affaires financières sont réglées par le FMI côté américain,
et par la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures côté chinois. Les États-Unis sont en train de négocier en Asie du Sud pour établir une route de la liberté dont le chemin devrait correspondre à la carte. Les politiques appliquées dans chaque bloc sont assez contrastées finalement. L'une étant basée sur les valeurs dites occidentales et l'autre donnant plutôt la priorité au développement, quitte à porter atteinte aux droits de l'homme. Dans ce monde bipolaire, alors que la Chine et les États-Unis cherchent à étendre leur zone d'influence, un nouvel équilibre de la terreur s'est mis en place. Si l'équilibre de la guerre froide du siècle précédent se basait sur l'arme nucléaire, l'ère actuelle fait face à de nouvelles armes bien plus destructrices, accessibles, omniprésentes mais surtout anonymes, permises grâce aux progrès réalisés dans les nouvelles technologies, mais notamment grâce à l'intelligence artificielle. En effet, les robots ont pris une place importante, notamment en politique, avec l'élection en 2048 du premier président robot à Singapour et le remplacement de l'Assemblée des chefs d'État à l'ONU par des intelligences artificielles œuvrant pour l'intérêt commun. Cependant, la fabrication de ces robots fait polémique puisque les deux principaux fournisseurs sont la Chine et les États-Unis, fabriquant respectivement 30 et 35% des robots. Or, la Chine a récemment été accusée par les États-Unis de fournir des entités corrompues dans l'objectif de soutenir leurs intérêts face au bloc américain, ce qui a renforcé les tensions entre les deux grands. Ensuite, en 30 ans, les cyberattaques ont été multipliées par 8 autour du globe, avec, en 2020, une moyenne de 40 millions contre 320 millions de nos jours. La plupart de ces attaques sont en provenance de la Chine et des États-Unis et se dirigent vers les pays du bloc adverse, figurés par des flèches vertes sur la carte. On peut par exemple remarquer que la Chine attaque l'Australie, allié américain, ou encore que l'Arabie Saoudite et l'Iran s'attaquent mutuellement. Chacun des deux grands s'est efforcé au cours des dernières années à créer son propre réseau Internet afin de garder le contrôle des données de leurs alliés. Les États-Unis ont alors créé l'Americanet et la Chine a conçu le Chinanet. Le cyberespace s'est alors territorialisé et est devenu un véritable enjeu de puissance dans la géopolitique mondiale. Les principales institutions ciblées sont les centres de recherche pour l'espionnage technologique et les grandes institutions de commandement afin de déstabiliser les pays cibles. En janvier, un groupe de pirates soupçonné d'être affilié au gouvernement chinois a pris possession de la base de données du laboratoire pharmaceutique Vermenco situé à Atlanta et renfermant les prémices d'un remède à la dernière pandémie. En effet, les attaques virales et bactériologiques se sont multipliées et l'innovation dans le domaine scientifique et pharmaceutique est devenue un instrument de puissance dans la mesure où chaque bloc doit en permanence être capable de mettre au point des remèdes pour se défendre et concevoir de nouveaux virus et bactéries afin d'attaquer le camp adverse. Les laboratoires de recherche spécialisés en virologie, figurés par des triangles violets sur la carte, se multiplient. Les attaques sanitaires provenant des pays signalés par une étoile jaune ravagent les pays tant sur le plan économique que sur le plan humain, et les conséquences sont désastreuses, en illustrent les taux de mortalité sur les 10 dernières années. Le laboratoire de recherche spécialisé en virologie de Téhéran a envoyé le virus H4B6 en Amérique latine en juillet 2045, décimant 15% de la population et plongeant le sous-continent dans une récession moyenne de 10%. Outre les nouvelles technologies, les ressources apparaissent elles aussi comme un terrain de tension où s'affrontent par conflits interposés les deux grands sur les territoires des pays alliés. L'Afrique est par exemple un terrain d'affrontement majeur dans la mesure où elle concentre un certain nombre de ressources naturelles. Comme on peut le voir sur la carte, on retrouve du pétrole, du gaz naturel, du cobalt, du cuivre, du charbon, mais aussi de l'uranium. Ces ressources sont précieuses et rares parce qu'épuisables, et c'est la raison pour laquelle on dit que l'Afrique est un véritable coffre-fort. La conception de composants nécessaires à la création d'appareils technologiques en dépend, et chaque grand tente de piller les ressources du continent pour assouvir ses intérêts économiques. Cela déclenche des conflits, comme en République démocratique du Congo, où la Chine a usé des nouvelles technologies pour détruire à distance les forages américains dans la région l'année dernière. Les dernières sources de cobalt et de cuivre se trouvent en Afrique centrale, figurées en bleu sur la carte, et cela suscite des convoitises. À cela s'ajoutent les nodules polymétalliques
qui sont devenus un enjeu important. Ils ont accéléré la territorialisation des fonds marins, créant alors une nouvelle constitution du droit de la mer en 2042. Aujourd'hui, de nombreuses zones sont exploitées. Comme on a pu le voir précédemment, les menaces sanitaires tendent à renforcer la logique des blocs, les deux grands envoyant à leurs pays alliés des aides sanitaires afin d'y renforcer leur influence. Néanmoins, aucun vaccin n'a encore été trouvé contre le virus MERA35 extrêmement mortel qui revient chaque année en ayant muté. Les origines de ce virus sont encore inconnues, mais les deux blocs s'accusent mutuellement de l'avoir créé sans avoir su le maîtriser. En plusieurs années, le MERA35 a fait presque 200 millions de victimes, touchant d'abord les populations souffrant d'obésité, ainsi que les plus démunis dans les immenses bidonvilles, abaissant alors drastiquement leur espérance de vie. Ce virus a réduit de peu la pression démographique. En effet, deux pays, l'Inde et la Chine, comptent respectivement plus de 1,5 milliard et 1,3 milliard d'habitants, suivis loin derrière par le Nigeria, qui en compte 411 millions, puis les États-Unis avec 397 millions d'habitants, et l'Indonésie. Le monde compte aujourd'hui près de 9,7 milliards d'habitants, mais les experts des deux blocs s'accordent en affirmant que la barre des 10 milliards sera largement franchie d'ici la fin de l'année prochaine. Afin de lutter contre l'introduction de virus, les frontières sont devenues quasiment hermétiques entre les deux blocs, rendant alors l'immigration interbloc exceptionnelle. Les circulations entre pays appartenant à un même bloc ont aussi été réduites car soumises à de nombreux contrôles sanitaires aux frontières. Le commerce mondial s'est lui aussi retrouvé chamboulé par l'apparition de la logique des blocs. Il est largement caractérisé par des échanges à l'intérieur de ces derniers. Néanmoins, on note aussi des échanges entre les deux pôles en passant par des zones dites d'intermédiaires, comme le Japon ou Cuba, ou encore en Europe avec par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne, qui restent relativement neutres dans le conflit. Les échanges entre pôles sont nécessaires car chaque bloc est dépendant de l'autre. Cela crée donc un équilibre empêchant chacun de prendre le dessus. D'un point de vue monétaire, les deux blocs possèdent chacun leur propre réserve de change, c'est-à-dire le dollar pour le bloc américain et le yuan pour le bloc chinois. Cependant, afin de faciliter le commerce entre les deux, les échanges se basent sur le dollar, bien que le yuan prenne de plus en plus d'importance. De plus, de nouvelles routes commerciales sont apparues et sont source de conflits. On peut notamment penser à la route de l'Arctique qui est apparue grâce à la fonte des glaces. Néanmoins, elle reste une forte zone de tension, car située entre les deux blocs, et aussi car elle est riche en ressources, comme par exemple en gaz ou en pétrole. Par conséquent, les États-Unis ont établi de nombreuses bases militaires au bord de l'océan Arctique, comme on peut le voir en Alaska. La Chine et ses alliés ont quant à eux également renforcé leurs actions militaires dans la zone afin d'assurer la sécurité des cargaisons à destination de l'Europe, en plaçant de nombreux navires et sous-marins le long des côtes nord russes. Chaque armée étant prête à riposter avec des drones, voire l'envoi d'hommes sur le terrain, si nécessaire. Néanmoins, avec la hausse du niveau de la mer, de nombreuses villes risquent d'être submergées dans le monde entier, comme ce fut le cas des îles de l'archipel des Salomon dans le Pacifique par exemple. Comme on peut le voir sur la carte, tous les continents sont menacés et attendent l'aide de leur bloc qui leur est devenu indispensable. Mais les deux géants doivent également gérer la montée des eaux sur leur propre territoire. On peut notamment noter qu'en Chine, Pékin et Shanghai sont menacés, tout comme d'autres grandes villes en Asie, telles que Bangkok et Tokyo qui sont très densément peuplées. Quant aux États-Unis, ce sont les villes de New York et Los Angeles par exemple qui sont en danger. Le sommet annuel du G2 tente de trouver des solutions durables à ces menaces, mais les résultats sont très faibles de par les nombreuses oppositions entre les deux grands. Pour conclure, le XXIe siècle assiste à une nouvelle guerre froide. Si le sacrifice de la démocratie et de leurs droits de l'homme a valu au peuple chinois dépolitisé de bénéficier d'une prospérité économique assurée et d'un meilleur niveau de vie, leur harmonie sociale et leur discipline inspirent davantage les États-Unis sous la nouvelle forme d'un soft power. En revanche, le hard power qui s'exerce entre ces deux superpuissances s'établit graduellement depuis Korgos au Kazakhstan en passant par Badakhshan, Tomsk, Mexico et bien sûr Hyderabad où le conflit n'est pas froid mais bel et bien bouillant.
Et pour aller plus loin, nous vous conseillons la lecture de l'ouvrage de Morgane Le Borgne, Un nouveau monde bipolaire, qui raconte comment depuis Hyderabad, la politique internationale s'est délabrée. Mais également, nous vous conseillons l'ouvrage paru en 2019, Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide, écrit par Graham Allison. Ainsi s'achève notre nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv où vous retrouverez notamment nos experts. À bientôt.